indispensable et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là. Voilà, pour que vous puissiez un petit peu comprendre, le parcours que j'ai eu. Donc moi, je fais du design de service depuis, une douzaine d'années. Alors design de service, ça veut dire que donc je fais de la conception de services. Donc soit je conçois des nouveaux services, soit je reconçois des services existants, mais qui pour une raison, X ou Y, ne fonctionnent pas, ne rencontrent pas leur marché ou autre, ou sont obsolètes, par exemple, par rapport à l'état du marché. Et ça peut être des services dans n'importe quel type de secteur. Je suis autant intervenue, dans des secteurs, tertiaires comme, banque, assurance, ça peut être la santé, l'éducation et cetera, que dans des secteurs beaucoup plus industriels. Par exemple, j'ai travaillé pendant plusieurs années, chez un constructeur, de moteurs d'avion. Et là, chez les industriels, c'est plutôt dans une logique d'associer du coup des services à un produit ou à plusieurs produits. Donc de créer des couples un peu produits-services ou de vendre les produits à travers des services. Donc voilà, donc c'est vraiment, dans des secteurs très, très variés. C'est ce qui fait aussi, je trouve, l'intérêt de ce métier-là. C'est qu'on a une démarche, des outils, des méthodos pour, concevoir des services qui vont vraiment répondre aux besoins, des clients, des utilisateurs, et peu importe finalement, dans quel domaine ça peut exister. Donc moi, je suis tombée entre guillemets «dans ce domaine-là», il y a un peu plus de 12 ans dans le cadre de ma thèse de doctorat, qui portait en fait au départ sur la modélisation des services. Comment on modélise un service? J'étais chez France Télécom R&D à l'époque et leur grande question, c'était finalement, comment on fait en sorte que, le marketing, les ingénieurs, et cetera, tous les différents, métiers puissent, s'asseoir autour d'une table, se comprendre déjà sur ce qu'est la notion de service et se mettre d'accord sur comment on va, modéliser et imaginer des nouveaux services. Et donc à cette époque-là, on parlait pas beaucoup de design de service, on en parlait ailleurs en Europe, mais très, très peu en France, voire pas. On parlait par contre de sciences des services, aux États-Unis. Donc je me suis intéressée un petit peu à tous ces domaines-là et puis, j'ai fait partie finalement des 1ers designers de services, en France. À côté de ça, du coup, dans ma vie personnelle, donc j'ai une forme de sensibilité, on va dire, aux aspects environnementaux depuis toujours, mais ça s'est accentué, ces 6 dernières années pour ne rien vous cacher en devenant maman. Parce que du coup, ça m'a posé beaucoup de questions sur notre quotidien, sur, notre façon de nous alimenter, et cetera. Et puis petit à petit, du coup, s'est creusé en quelque sorte, un petit fossé entre ce que je faisais au quotidien, donc concevoir des services, même si je le faisais, bien, en suivant une certaine méthodologie et cetera. Et puis, du coup, cette sensibilité un peu, au quotidien. D'autant plus que, du coup, ces dernières années, avant de créer mon entreprise, j'étais, comme je vous le disais, dans une entreprise, d'un industriel qui fait des moteurs d'avion. Donc voilà, vous comprenez que le fossé s'est creusé, de plus en plus. Et puis j'ai un jour, en faisant du coup des recherches, en m'intéressant à ça, je suis tombée sur ce chiffre-là. 80 des impacts environnementaux d'un produit ou d'un service sont déterminés et donc quelque part déterminables durant leur conception. Ça a été un petit choc, quand j'ai vu ce chiffre-là, parce que je me suis dit: «Finalement, en tout cas pour ce qui concerne les services, la conception des services, bah, c'est moi, enfin c'est mon métier en fait, c'est ce que je fais et ça veut dire du coup que, 80 de leurs impacts, je pourrais les éviter. Je pourrais les réfléchir en amont et je pourrais les éviter et ça a été voilà un choc important et en même temps une prise de conscience que du coup, bah, je c'est finalement j'avais un métier qui me permettait de faire quelque chose, qui me permettait bah, d'intervenir à mon petit niveau en tout cas, d'essayer de faire en sorte que les choses soient, un peu moins impactantes. Donc à partir de ce constat-là, moi du coup, j'ai essayé de réorienter en fait la manière dont je travaillais pour concevoir des services. Et avant d'en venir du coup à vous présenter un petit peu plus, la démarche, je voulais faire un petit focus sur ce qu'est un service pour qu'on s'entende bien, sur ce dont je parle. Quand je parle de service du coup, je parle vraiment, d'une offre de service dans son ensemble. Et pas uniquement, par exemple, parce qu'il y a eu la question, tout à l'heure, je crois que c'était Stéphanie ou je sais plus, je m'excuse si je me trompe, qui posait la question: «Est-ce que ça concerne les services numériques?» Et en fait, souvent, on confond, j'allais dire, la notion de service avec la partie, numérique. Or, le numérique n'est finalement qu'un moyen pour délivrer votre service. J'ai pris l'exemple du coup, d'un restaurant là en photo de fond. Un restaurant, son offre de service, peut à un moment donné, du coup, se baser sur un site internet sur lequel on va pouvoir venir, voir la carte, ou bien, réserver une table pour, dans X jours. Mais ça n'est, qu'un élément finalement du service. C'est pas le service dans son ensemble. Après il y a des services qui ne sont délivrés qu'à travers, par exemple, une application ou un site internet. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas penser que l'outil, en fait, sous-jacent, du coup, à ce service, mais il faut penser, imaginer le service dans son ensemble.
quelles sont, les personnes à qui on va s'adresser, quels sont leurs profils d'usage, comment on va leur proposer de vivre cette expérience de service, sous quelle forme, avec quel type justement d'objets, d'aspects numériques, comment on va répondre à leurs attentes, mais aussi à leurs frustrations ou à leurs craintes. Quel modèle économique on va mettre en face de tout ça? Comment en interne du fournisseur on va s'organiser et comment on va travailler, pour pouvoir délivrer ce service? Quels sont les partenaires auxquels on va devoir faire appel pour délivrer ce service? Vous voyez, c'est vraiment toutes ces questions-là qu'on se pose. Donc c'est vraiment le service en tant que système un peu complexe, sous toutes ses couches, aussi bien du côté du client ou de l'utilisateur que du côté, de celui qui va fournir le service, que des partenaires et cetera et sous différentes dimensions parce qu'on va travailler ce système de service à la fois sous l'aspect spatio-temporel, où doit-il avoir lieu et quand? Sous l'aspect, donc purement physique, sur quels objets il va pouvoir, s'appuyer. Donc sur un restaurant, on va avoir, le menu, on va avoir, bah, la table, les couverts, la décoration et cetera. Ça va être aussi la dimension, on l'a dit, numérique, pour tout ce qui sera application, site internet, logiciel ou autre. On va avoir aussi l'aspect enfin la dimension plutôt, sociale, voire juridique, la dimension économique, puisqu'on va venir aussi se poser les questions du modèle économique qui va bien. Donc voilà, donc c'est un travail, d'ampleur, on va dire, autour de toutes ces dimensions-là. Et ce qui est intéressant avec l'aspect service, en tout cas sur la dimension, environnementale, c'est, d'une part qu'on prend rarement en compte, en fait, cette dimension-là, malgré le fait, comme je le disais, qu'on prend en compte beaucoup d'autres dimensions. Et puis d'autre part, on a souvent, en fait, j'en parlais tout à l'heure, dans notre petit trio, mais, on a souvent, en fait, l'a priori, on va dire, le préjugé qu'un service est intangible, ce qui est vrai en partie, mais pas complètement. Et que cette intangibilité-là, du coup, fait qu'il n'est pas impactant. Et il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de travaux aussi de plus en plus qui sont faits sur l'éco-conception, numérique, ce qui est très, 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 très bien, mais qui d'un point de vue de ce service dans son ensemble, de cette offre de service, ne représente que des éléments du service. Donc c'est comme si pour le restaurant, je vous disais, beh, du coup, on a éco-conçu le site web, on a éco-conçu, la décoration, les assiettes, et cetera et puis c'est tout. Sauf que, l'offre du restaurant, elle va bien plus loin que ça, hein, parce qu'il y a, toute une expérience que vous voulez faire vivre, à votre client. Il va y avoir peut-être un univers, un thème donné à votre restaurant qu'il va falloir, réfléchir. Il va y avoir, tout le parcours que votre client va faire quand il arrive. Il est accueilli, il est servi, ensuite il paye, on va essayer de le fidéliser. Donc vous voyez, ça dépasse, le cadre de l'objet ou le cadre du site internet, par exemple. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de prendre en compte. Donc le design de service, bah, du coup, vous l'aurez peut-être un petit peu compris de ce que je dis, donc ça vient du design, bien entendu, et c'est basé surtout sur ce qu'on appelle le design thinking, qui est donc vraiment une approche qui est centrée sur, l'utilisateur ou le client, en gros centrée sur l'humain. Donc ça, c'est le côté très positif de ce genre de démarche, c'est que vraiment on va s'attarder et prendre du temps pour comprendre les humains qu'on a en face de nous, leurs différents profils et pas des profils sociodémographiques. En tout cas en design de service, contrairement, au marketing, on est plutôt sur des profils, d'usage. Donc des jeunes et des moins jeunes peuvent se retrouver dans le même, dans le même profil. Des cadres et des non cadres peuvent se retrouver dans le même profil. On va plutôt chercher à comprendre quels sont leurs points communs au quotidien en termes d'habitudes de consommation, d'usage de tel ou tel élément, de même d'aspects, psychocognitifs. On va plutôt être là-dessus. On l'a dit du coup, tout à l'heure, là, j'ai dit, on va avoir ce regard un petit peu, multidimensionnel et on va du coup chercher à travers une démarche qui est très pratico-pratique parce que même si on parle de service et que ça paraît un peu intangible, on va essayer de le tangibiliser en permanence. Donc dès qu'on a une idée, on va essayer d'en faire, un dessin, une maquette, un prototype, pour essayer justement de faire en sorte que ce soit pas trop intangible. Et dans tous les cas, ce qu'on va chercher à faire, dans une démarche purement de design de service, classique, c'est créer du coup imaginer un concept de service qui réponde à un besoin. Un concept qui soit à la fois donc désirable pour cet humain, là, c'est le petit triptyque, les 3 petits cercles que vous avez en haut à droite. Donc désirable pour l'humain, qui soit, faisable d'un point de vue technologique, c'est-à-dire qu'on va pas chercher à faire un service dont la techno, ou la technique de manière générale, n'est pas dispo, demain ou après-demain, mais dans 1 an ou dans 10 ans. On cherche à faire quelque chose qui est faisable à l'instant T. Et puis on cherche aussi à faire quelque chose du coup qui va être, viable d'un point de vue business puisqu'on n'est, pas dans le monde des bisounours et que, toute entreprise, tout fournisseur de services, qu'il soit industriel ou tertiaire là aussi, veut du coup, récupérer évidemment une part de la valeur. Donc voilà pour le design de service un petit peu, classique. Ça se fait selon une démarche qui est en 4 étapes, qui est représentée là sous la forme d'un double diamant.
que certains d'entre vous connaissent peut-être, parce que j'ai cru voir qu'il y avait des designers ou des graphistes, enfin des designers web peut-être, puis des graphistes, donc ça peut être intéressant d'avoir votre regard là-dessus. Globalement, c'est une démarche en 4 étapes où on prend du temps en amont, donc pour explorer une idée de service ou une problématique donnée. Donc on va aller sur le terrain, à la rencontre des parties prenantes, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe actuellement, ce qui manque, les craintes et cetera. Et ensuite, une fois qu'on a vraiment, donc divergé, c'est-à-dire ouvert les possibles au maximum, on va passer sur une phase qui s'appelle la phase de définition, sur laquelle, avec tout ce qu'on a appris en amont, on va essayer de reconverger vers un concept de service qui nous semble répondre du coup, à la fois aux attentes et aux frustrations de tout le monde. Et sur la base de ce concept de service, on va passer à l'étape 3, qui est une phase alors développer, j'aime pas trop ce mot-là parce que derrière souvent les gens, pensent, le développement informatique. Il peut y avoir une partie de ça, mais pas que. C'est plutôt là où on va faire justement le design, la conception. Donc on va modéliser le service, on va imaginer quelles sont justement, quelle va être l'expérience qu'on va proposer, le parcours qu'on va proposer, à nos clients. On va imaginer ce qu'on va devoir faire en face pour être capable de délivrer ce service-là. On va aussi du coup, se projeter et imaginer sur justement les objets et les aspects numériques qui sont sous-jacents, qu'on va pouvoir aussi être amené par exemple à maqueter, à prototyper. Moi, je fais aussi du coup, du maquettage de sites internet par exemple, pour, du coup répondre à une partie d'un service. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a testé, qu'on a fait plusieurs itérations pour s'assurer que, globalement l'expérience qu'on propose et puis les éléments, physiques et numériques qu'on propose pour ce service sont OK et validés, bah, du coup on passe dans une phase qu'on appelle la phase délivrée, où on va aller vraiment vers un prototype final du service et c'est ce prototype-là qui ensuite va être poussé, pour être industrialisé, donc mis en œuvre et puis lancé sur le marché. Donc ça, c'est la démarche un peu classique et tout ça, l'ensemble de ces étapes se fait vraiment en étant centré sur l'humain. L'humain, son contexte, ses besoins et cetera. Donc ce qui est bien du coup dans cette démarche, c'est que, vous l'avez vu, on prend vraiment le service de manière macro et on le regarde un peu sous toutes ses coutures, sous toutes ses dimensions, sous toutes ses couches et on se focalise du coup sur nos fameux humains. Donc nos clients, nos utilisateurs, nos usagers, on les appelle comme on veut en fonction du contexte et en fonction du niveau, justement macro, micro sur lequel on est. Et puis c'est une démarche du coup qui propose, plein de méthodes, plein d'outils qui sont hyper collaboratifs. On travaille beaucoup, beaucoup sous forme d'ateliers collaboratifs avec toutes les parties prenantes, pas que, le client, enfin notre client à nous, donc pas que le fournisseur du service, mais, ses clients à lui, les partenaires et cetera. Donc c'est vraiment une démarche qui fonctionne très, très bien et qui permet de créer des services qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, désirables, viables et puis, faisables. Mais il y a aussi des côtés négatifs. Je commençais à le dire tout à l'heure, mais finalement la dimension environnementale, on la prend pas vraiment en compte ou de manière très, très ponctuelle et très partielle due à la sensibilité du designer, qui va essayer de voilà, de faire en sorte, que ça intègre à peu près certaines bonnes pratiques, mais ça reste vraiment très, très partiel et très, rare encore. Et puis alors autant j'ai dit c'est super de se focaliser sur l'humain et de comprendre ses besoins, autant à l'inverse, c'est une vraie catastrophe d'être focalisé sur l'humain et ses besoins parce qu'à être trop focalisé, sur lui, on en oublie qu'il est pas tout seul en fait. On en oublie, bah, qu'il vit justement, dans un écosystème, voilà qui vit aussi autour de lui, qu'il y a aussi des contraintes et des limites, d'un point de vue environnemental, biodiversité et cetera. Et donc on doit pouvoir s'autoriser aussi de pas répondre forcément à une envie, parce que du coup elle est contraire par exemple, elle est contraire à ce qui peut être bon pour l'environnement. Donc il y a vraiment cette notion déjà, dès le début, du processus de besoin à bien recadrer, parce qu'on s'est un peu laissé emporter nous aussi, designers et pas que designers de services, sur le fait de répondre un peu à n'importe quelle envie, n'importe quel, besoin. Là aujourd'hui, il faut vraiment se recentrer sur des besoins comme je le mets là, qui sont réels et essentiels. Et puis du coup, finalement à être très centré sur l'humain, on passe pas de message quand on fait cette, phase de conception. Ni en interne, ni auprès, de toutes les parties prenantes. On passe pas de message sur les enjeux environnementaux, climatiques. On voilà, on en reste simplement, une fois de plus, à répondre à un besoin et à dérouler une démarche qui marche très bien et qui donne satisfaction, mais qui en oublie une partie du vivant autour de nous et pas que du vivant d'ailleurs. Donc du coup, moi, ce que je prône depuis, 2 ans maintenant, c'est de conserver quand même cette démarche qui fonctionne bien, mais d'entremêler du coup, pas simplement de superposer des dimensions, mais d'entremêler, un design qui va être à la fois centré humain et aussi centré alors planète, j'ai mis planète de manière un peu générale et l'idée, c'est pas seulement, de se dire, à la fin ou à un moment donné: «Tiens, comment je fais pour rendre ça green?» C'est vraiment de le combiner tellement fortement
de prendre en compte tellement fortement les besoins, les contraintes, de ces 2 univers qui sont complètement entremêlés, et de vraiment avoir ça, tout au long du processus et pas uniquement à un instant T ou à la fin. Voilà, je vais un peu vite parce que du coup, comme on a démarré en retard, je manque de temps. Là, c'est simplement pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner, ce fameux triptyque là dont je vous parlais tout à l'heure, désirable, faisable, viable. Si on prend l'exemple du restaurant, quand on va concevoir du coup, une offre de restaurant, on va, faire attention à avoir effectivement un emplacement idéal, une déco sympa, un menu attrayant, à avoir les compétences nécessaires sous la main, le bon matériel, et cetera, et puis au niveau de la viabilité, on va faire en sorte que les tarifs soient à la fois attractifs, mais en même temps qui me permettent de revenir, du coup sur les coûts que j'ai en tant que restaurateur, et cetera, et cetera. On peut y ajouter du coup, on va dire un aspect supplémentaire qui est la circularité de cette offre, où là, on va commencer quand même à avoir cette réflexion de se dire, «Bah, finalement, il faut que mes achats, mes approvisionnements, je les fasse au juste besoin pour pas avoir de gaspillage derrière. Il faut que je réduise mes déchets». Il faut, au maximum, que tout ce que j'ai, du coup dans le stock et ce que je cuisine soit, consommé, et si c'est pas le cas, il faut que je puisse, soit le vendre à petit prix, soit le donner à des associations et cetera, mais là aussi dans une logique pour, éviter le gaspillage et les déchets. Et si on va encore plus loin et qu'on se dit que du coup, ces critères-là, on les englobe vraiment dans une réflexion éco-responsable, et ben, on peut aller plus loin. Sur la désirabilité, par exemple, on peut se dire: «Bah, oui, je veux un emplacement idéal, une déco agréable et cetera, mais je veux que globalement le concept de mon restaurant soit éco-responsable de bout en bout. Je veux que l'expérience que je propose à mes clients soit quelque part minimale, mais qu'elle réponde à leurs besoins et qu'elle réponde aussi à leur sensibilité», parce que la sensibilité des gens aussi évolue sur ces aspects-là. Sur l'aspect faisable, on va pas se contenter, d'avoir les bonnes compétences et le bon matériel, le bon électroménager et cetera. On va faire en sorte du coup que ce matériel-là, par exemple, soit le moins impactant possible. On va aller, acheter de l'occasion et pas acheter du neuf. On va, faire réparer, plutôt que, de mettre à la poubelle le frigo parce qu'on croit qu'il marche plus. Sur l'aspect compétences, on va aussi, recruter, les personnes qui partagent nos valeurs et les former aussi autour de cette compréhension-là des enjeux environnementaux. Au niveau de l'approvisionnement, et ben, on va faire, le plus local possible, le plus responsable possible, et cetera, et cetera. Sur la viabilité, c'est pareil, on va pas se contenter d'imaginer un modèle économique qui va être, purement, rentable. On va essayer d'aller vers un modèle économique qui soit le plus éthique possible. Ça veut dire prendre en compte des aspects plus sociaux et plus environnementaux, dans ce mais on va gagner quand même parce qu'une fois de plus, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais on va le faire de façon, la plus éthique, possible. Puis sur la circularité, bah, on peut aller là aussi beaucoup plus loin. On peut, maîtriser sa consommation d'énergie. On peut, réemployer, l'eau usée, par exemple, des machines à laver pour faire autre chose. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vous laisserai, lire tranquillement et regarder ça, plus tard. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent sur la manière de réfléchir, ce type d'offre. Et c'est vrai, là, sur un restaurant, j'ai pris un exemple que je le prends souvent parce que c'est tout le monde est allé au moins une fois au restaurant, donc on arrive à se projeter. Mais c'est vrai, en fait, sur tout type de service, et on y reviendra, mais y compris pour vous, quand vous faites, du compte, quand vous faites de la RSE, quand vous faites, de l'intégration WordPress ou encore autre chose, bah, vous avez une offre de service, vous offrez un service à vos clients et du coup, vous pouvez aussi réfléchir votre offre sous ce regard-là, quelque part. Donc tout ça en fait repose, j'ai pas le temps là de vous le présenter, mais on pourra y revenir, sur d'autres occasions, mais ça repose vraiment sur plein de méthodes et plein d'outils qu'on utilise en design de service. Et moi, je suis allée du coup, piocher aussi dans l'éco-conception, plutôt de produits numériques, et dans le design circulaire pour, venir tordre un petit peu nos outils et y ajouter les éléments, les critères qui nous manquaient pour avoir cette, conception-là. Là, je vous ai mis un exemple, je vais peut-être pas avoir le temps du coup de complètement dérouler, mais un exemple d'outil qui est le cycle de vie et que certains d'entre vous connaissent peut-être. On essayait en fait jusqu'à présent de faire rentrer, notre analyse des services un peu au chausse-pied dans le cycle de vie, qui est plutôt un cycle de vie produit, hein, qui part du coup de la conception, de l'extraction de matières premières, de la production du produit, de sa logistique du transport, de son usage, de sa fin de vie, et cetera. Et c'est très difficile de faire rentrer les services là-dedans parce que parler d'extraction de matières premières ou de fabrication dans une usine, ça n'a pas de sens. Du coup, on a réimaginé en fait un cycle de vie qui s'adapte mieux. Sur la conception, ça reste vrai. Ensuite, donc c'est la fameuse phase où nous, en tant que designer, on a un rôle important et il faut qu'on regarde du coup les phases suivantes pour être en capacité de mesurer leur impact et donc de les réduire.
Il y a la phase d'industrialisation du service où là, c'est là, on va faire, l'acquisition, d'amortissements, de consommables, où on va du coup, recruter, commencer à former en vue du coup du lancement, commercial. Ensuite, on va avoir la phase du coup, alors d'usage du service, mais qui du coup, elle va vraiment être la phase d'expérience du service par nos clients. Ensuite, on va réfléchir à comment on va pouvoir, maintenir, améliorer ce service de manière très dynamique, très itératif. Et puis, il y aura la question de la gestion de fin de vie. C'est la fin de vie des produits, des objets qui sont sous-jacents au service. C'est la fin de vie aussi, d'une application, d'un site internet, des données, de plein d'éléments, des consommables, qu'on va avoir pendant le service. Donc on a revu, voilà, ce cycle de vie et aujourd'hui, on applique celui-là, à l'ensemble des services sur lesquels on travaille et ça marche, plutôt bien, du coup, ça s'adapte plutôt bien. L'idée, c'est de du coup, pour chaque service, venir décrire ce qui se passe à l'intérieur de ces phases, aller regarder où sont les impacts et ensuite faire une analyse de cycle de vie plus poussée en allant mesurer ces impacts pour voir du coup sur quoi on peut jouer pour minimiser, globalement les impacts du futur service. Voilà et puis du coup pour terminer, bah, je voulais vous proposer qu'on échange un peu, en vous demandant, bah, déjà voilà, ce que ça vous inspire, et puis en vous demandant, voilà une auto-réflexion on va dire peut-être sur votre propre offre de service et puis sur ses impacts potentiels. Et puis je vous laisse la parole, juste je termine pour vous dire que si ça vous intéresse, il y a plusieurs choses qui vont arriver là, du coup, en juillet et d'ici la fin de l'année. Déjà, il y a un mini guide, sur l'éco-conception de services qui a été rédigé par le pôle éco-conception dont je suis partenaire et que j'ai relu, bon, il date un peu parce qu'il a été rédigé il y a 2 ans pour être honnête, mais il est validé par l'ADEME et l'ADEME a mis un petit peu de temps, à le prendre en compte et à le valider, mais il va sortir là en juillet, donc on est assez contents. On ouvre aussi du coup là un module de formation, le 5 juillet. Alors il y a déjà un module de formation générique sur l'éco-conception de services dont je pourrais vous parler, si vous voulez individuellement. Mais là, on ouvre vraiment un nouveau module pour présenter spécifiquement, l'apport du design de service sur ces aspects-là. Et puis enfin, donc je le disais tout à l'heure en off, à Mélanie, je bosse du coup sur un livre du coup qui viendra décrire vraiment pas à pas cette démarche et des outils clés et voilà, mon objectif, c'est que l'outil sorte, à la fin de l'année. Et puis du coup, si ça vous intéresse, bah, je vous invite à aller voir mon site internet, donc c'est beewo.fr, beewo.fr, j'ai voilà, c'est un site éco-conçu, je vous rassure. Je me suis auto-appliqué, mes propres consignes. Donc mon offre de service et mon site internet sont éco-conçus et j'explique un petit peu, voilà, ce qu'on peut faire, du coup, quel est l'objectif, la raison d'être de Beewo. Hem, voilà et puis, bah, du coup, je vous remercie. Je vais arrêter la présentation, c'est juste pour pouvoir vous voir, du coup et puis, je suis preneuse, bah, de vos retours et puis, bah, du coup, de ce que ça vous inspire pour vos propres, actions.